Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. André Consponville, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Heureux de vous accueillir dans cette conversation, notamment à l'occasion d'une actualité qui a pour titre « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler », aurait dit Montaigne. Entretien avec François Livonnet, qui est lui-même philosophe, comme vous, qui est par ailleurs éditeur. C'est publié chez Albin Michel dans la collection Itinéraire du savoir. On va essayer de travailler sur les mots, les mots qui jalonnent votre travail. Et le premier mot serait travail, mais dans le sens où je me posais la question de savoir comment vous travaillez, c'est-à-dire comment cette matière qui est la philosophie se travaille. Est-ce qu'on lit beaucoup ? Est-ce qu'on prend des notes ? Est-ce qu'on fait du copier-coller ? Comment est-ce que vous travaillez concrètement ? Je pense que ça dépend des philosophes. Ils ne travaillent pas tous de la même façon. Ce qui est commun, je crois, à tous, c'est qu'on lit beaucoup. Parce qu'au fond, la seule façon d'apprendre à philosopher, c'est de lire les grands philosophes du passé. Vous savez, Malraux disait, c'est dans les musées qu'on apprend à peindre. Et bien, pareillement, c'est dans les livres de philosophie écrits par d'autres qu'on apprend à philosopher. La difficulté, c'est d'essayer d'oublier ce qu'on a lu quand on commence à écrire. Alors, c'est là où peut-être les philosophes sont le plus différents entre eux. Moi, j'étais très frappé par une remarque d'Alain, qui pour moi est un modèle d'écriture philosophique. Alain écrit quelque part, quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement. Et je pense qu'il a raison. Et que beaucoup de nos universitaires écrivent platement parce qu'à force d'avoir lu, à force d'avoir fait des fiches, à force de savoir ce qu'ils vont dire, il n'y a plus aucune surprise dans l'écriture. Alors que moi, ce que j'admire chez Alain, comme chez Montaigne, encore plus chez Montaigne, et ce que j'essaye de faire, c'est d'inventer en même temps la forme et le fond, et d'essayer de me surprendre, si possible, dans cette double invention. Alors, j'y parviens pas toujours, mais le geste est là. Voilà. Autrement dit, comment je travaille, ce que je préfère, après ça dépend du travail qui est en cours, mais ce que j'adore, par exemple, c'est une commande d'un journal ou d'une revue, sur un sujet quelconque, je me mets à ma table de travail le matin, je ne sais pas du tout ce que je vais dire et j'avance à tout risque. J'essaye d'inventer à la fois le fond et la forme. Travail, en même temps, jamais d'invention, dites-vous. On ne peut pas inventer, puisque ça a déjà été écrit a priori. Oui, on peut inventer, mais comme toute invention, c'est jamais à partir de rien. Les grands philosophes sont des créateurs, c'est-à-dire qu'ils font être quelque chose qui n'existait pas avant eux. Le kantisme avant Kant, ça n'existait pas. Le cartésianisme avant Descartes, non plus. Simplement, voilà, on n'invente pas à partir de rien. Vous savez, on dit souvent philosopher, c'est penser par soi-même. Ce qui est très vrai, bien sûr, mais si on ne pense pas par soi-même, on ne pense pas du tout. Sauf que penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. Parce que si on pense tout seul, en gros, on pense mal. Et donc, toute la difficulté dans l'exercice que j'évoquais, c'est de se mettre à sa table de travail sans savoir à l'avance, si possible, ce qu'on va dire, mais en étant nourri d'années de lecture, de méditation, de réflexion. Ça n'est jamais une improvisation totale, ou plutôt, le bon modèle, c'est l'improvisation musicale, mais justement, pour pouvoir improviser en musique, il faut connaître formidablement la musique. Vous êtes musicien ? Non. Je suis mélomane, j'écoute beaucoup de musique, malheureusement, je ne joue d'aucun instrument. Le deuxième mot, c'est téléphone. Travail, téléphone. Téléphone parce que vous n'en avez pas. J'ai un fixe, hein, mais je n'ai pas Portable, de téléphone portable. Voilà. Voilà. Ce qui surprend beaucoup de gens. Écoutez, moi j'aime ma tranquillité, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas homme d'affaires, et donc je peux très bien m'en passer. Et ce que je gagnerais peut-être en souplesse en ayant un, je crois que je perdrais beaucoup plus en tranquillité. Et puis j'aime mieux les fax, donc un autre âge, j'aime mieux les mails, voulais-je dire. Je passe au moins 1 heure ou 2 par jour à répondre aux mails qu'on m'envoie. Un fax, c'est un mail fixe. Voilà. Et donc je pousse mes correspondants à m'envoyer des mails plutôt que des SMS ou des coups de fil toujours plus ou moins importants. Il y a deux phrases qui vont permettre d'aborder votre
être philosophique. La première, c'est de Flaubert, et vous allez la retrouver assez vite. C'est ce que nous avons vécu de meilleur. Deux interlocuteurs, vous allez les identifier, on est dans l'éducation sentimentale. L'autre lui répond oui, alors qu'ils vont au bordel et qu'ils n'y vont pas, hein, chez la Turque. Et puis, cette deuxième chose on a bien compris dans le début de cette rencontre, on a bien compris votre facilité du mot et du langage. Or, il y a quelque chose qui a pu être chez vous un apax, c'est-à-dire une occurrence unique, c'est-à-dire que vous avez pu, à un moment très limité de votre vie, n'avoir eu peur de rien. Oui. Mais... Et ce qui était assez étonnant, pour le coup, vous n'avez eu peur de rien alors que c'était le silence. Donc l'absence totale de langage, donc l'absence totale de ce qui vous constitue, puisque vous avez comment dirais-je, un inné du verbe. Enfin, on y reviendra, hein, nature, culture après, mais en tout cas, le langage, c'est quand même votre mode, hein, et l'une de vos essences. Bon. Or, pour le coup, vous n'avez eu peur de rien quand tout était silencieux. Et puis par ailleurs, quand je cite cette phrase de Flaubert, qui est une de vos phrases de repère, finalement, il ne s'est rien passé. Oui, mais ce sont deux choses différentes. Parce que la phrase de Flaubert, à la fin de l'éducation sentimentale, j'en parle dans mon livre Du tragique au matérialisme et retour. Janvier de l'année dernière. Oui, hein. voilà, en disant que c'est peut-être la phrase la plus tragique de toute l'histoire de la littérature française. Alors, racontons l'histoire, parce que nos auditeurs ou spectateurs ne connaissent pas forcément par cœur l'éducation sentimentale. Donc ça se passe à la fin du livre. Frédéric Moreau et son copain Deslauriers, qui approchent de la cinquantaine ou qui viennent de la franchir, s'étaient perdus de vue, se retrouvent après des années d'errance et d'une vie au total assez médiocre, et donc ils se racontent des souvenirs de leur jeunesse. Ils étaient copains d'enfants et d'adolescents dans une petite ville de province, et notamment ils se racontent leur virée chez la Turque. Alors la Turque, c'était le bordel de cette petite ville. Nos deux adolescents qui étaient puceaux l'un et l'autre mettent leurs plus beaux costumes, achètent chacun un bouquet de fleurs et puis frappent timidement à la porte du bordel. Et là, devant ces femmes demi-nues et rieuses, parce qu'elles voient bien que ces jeunes adolescents sont très intimidés, elles se mettent à rire, ils croient qu'elles se moquent d'eux, ils partent en courant. Autrement dit, il ne s'est rien passé. Ils sont aussi puceaux après qu'avant. Or, se racontant ça en fin de vie, à 80 ans, hein. Frédéric Moreau dit à Deslauriers, c'est ce que nous avons vécu de meilleur. Et l'autre lui répond, oui, c'est ce que nous avons vécu de meilleur. Autrement dit, le meilleur, c'était presque rien, c'est du dérisoire. Alors c'est ce que j'appelle le tragique du dérisoire. À ne pas confondre avec l'autre expérience que vous évoquez, qui est plutôt une expérience de l'absolu, une expérience spirituelle, disons le mot, une expérience mystique, alors sans Dieu, pas du tout religieuse, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé quelques fois, notamment à la fois je raconte dans l'esprit de l'athéisme, j'avais 26 ans, je me promène dans une forêt la nuit, et tout d'un coup, j'ai eu ce qu'on appelle aujourd'hui un état modifié de conscience, c'est-à-dire un sentiment d'absolue simplicité, d'absolue sérénité, d'absolue unité avec tout. Ce que Freud, reprenant une expression de Romain Rolland, appelle le sentiment océanique. Et là, dans ce moment où il n'y avait plus de mots, ce qu'on appelle le silence, où il n'y avait plus de passé ni d'avenir, il n'y avait plus que le présent, c'est ce que j'appelle l'éternité, ben, s'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de peur. Et en effet, il m'est arrivé quelquefois, dans ces états-là, de n'avoir peur absolument de rien. Eh bien, je vais vous dire, pour un anxieux comme moi, c'est une expérience tout à fait bouleversante. Mais voyez, c'est un peu le contraire. D'un côté, il y a le tragique du dérisoire, le peu que nous vivons et que nous aurons vécu dans le temps, ce presque rien. Et de l'autre, il y a une expérience d'éternité. Eh bien, je suis sensible aux deux. Et c'est peut-être une singularité philosophique, finalement, d'être peut-être plus sensible que la moyenne et peut-être plus que de raison au dérisoire de l'existence. C'est la sagesse de l'Ecclésiaste. Tout est vanité et poursuite de vent. Et puis d'être sensible aussi à cette dimension spirituelle, mystique de notre vie. Eh bien, les deux sont vrais, simplement, on ne peut pas habiter les deux en même temps.
Le spleen, tel qu'il le décrit, c'est mon climat intérieur le plus spontané. Je me suis beaucoup battu contre, non parfois sans quelques succès, mais on peut se défaire d'une névrose, comme dit Sartre, on ne se guérit pas de soi. Puis j'aime aussi chez Baudelaire ce mélange si singulier de classicisme et de modernité, classicisme de la forme, modernité des affects, quelque chose comme le grand style que célébrait Nietzsche. Ajoutons que j'ai une tendresse de cœur pour Jules Laforgue, le poète des dimanches et des complaintes, de la vie quotidienne et de l'éternité. Il ne nous initia pas seulement au charme du vers faux, comme disait Mallarmé, mais aussi à une autre façon de chanter la vie, ou plutôt de la fredonner, avec ce mélange d'humour et de désespoir, de légèreté et de gravité, comme un sourire entre les larmes, qui a mieux exprimé le tragique et le dérisoire, oui, les deux à la fois, de notre condition. C'est ça l'aboutissement de 50 ans de... non, peut-être pas 50 ans, mais 40 ans de réflexion philosophique d'André Comte-Sponville. C'est une partie, il faut dire un mot de ce livre. Donc c'est un livre d'entretien, mais fait par écrit pour avoir un petit peu de précision, de rigueur. Alors, un mot sur le titre d'abord. Ces choses tendres que la vie. Beaucoup de gens me disent, mais quand même, après les attentats, ça tombe mal, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que de la tendresse. Mais c'est évident de ne pas comprendre ce titre, parce que dans la phrase de Montaigne, que vous avez rappelée, à qui j'emprunte mon titre, Montaigne écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, tendre dans cette phrase de Montaigne est à prendre au sens de fragile, comme on parle d'une pierre tendre. Il ne s'agit pas de dire que la vie n'est faite que de tendresse, Montaigne n'est pas nié à ce point. Il s'agit de dire que la vie est fragile. Mais j'ajouterais que l'autre sens du mot tendre m'importe aussi, parce que finalement, c'est justement parce que la vie est fragile, et Dieu sait qu'elle l'est et que ces attentats le rappellent, c'est parce que la vie est fragile que nous avons besoin de tendresse. Parce qu'au fond, la tendresse, c'est l'amour de la fragilité de l'autre. C'est l'amour de l'autre dans sa fragilité. Et alors, le but de ce livre, c'était de faire un bilan. En effet, après 40 ans ou un peu plus de travail philosophique à plein temps. Je suis né en 52. J'ai passé l'agrégation en 75. Donc voilà, il y a 40 ans que j'ai passé l'agrégation de philosophie et que donc je me suis mis au travail sérieusement, puisque c'est à la fin des études, finalement, qu'on se met au travail vraiment sérieusement. 40 ans de travail, ça fait plus de 30 ans que je publie des livres, et j'avais envie de faire le point. Et donc ce livre, en effet, m'a permis de faire le point. C'est une autobiographie intellectuelle et un bilan à la fois. Un bilan parce que je veux montrer en 500 pages, c'est malgré tout un gros livre, mais dire l'essentiel de ce qu'est ma philosophie. Et une autobiographie intellectuelle parce que j'ai voulu indiquer le chemin qui m'a mené justement à ce point où je suis parvenu aujourd'hui. Autobiographie intellectuelle, c'est-à-dire un peu plus qu'intellectuelle, parce que comme vous l'avez vu, poussé par les questions de François Livenet, j'ai été amené à parler de moi, y compris au sens autobiographique de l'expression, bien davantage que je ne l'avais jamais fait, en tout cas publiquement. Sur votre manière de fonctionner, sur cette quasi mise en abîme permanent de la phrase qui vient d'être dite, vous avez une qualité de rebond dans la démonstration, vous êtes un pédagogue, hein, mais vous avez une qualité de rebond qui fait que vous placez votre lecteur toujours en porte-à-faux. Et je voulais parler de votre dimension relativiste. C'est un beau mot, relativiste. Vous écriviez ceci: être relativiste dans l'ordre pratique ou normatif, c'est considérer que toute valeur est relative à un certain sujet, à une certaine société, à une certaine culture, à une certaine époque, et telle est bien ma position. Être nihiliste, c'est penser que tout se vaut et ne vaut rien, et je suis persuadé du contraire. Être relatif et n'être rien, ce n'est pas la même chose. Au contraire, pour être relatif, il faut d'abord n'être pas rien. Vous êtes un relativiste à ce point, alors que vous avez été chrétien autrefois? Oui, enfin, croyant. Je suis relativiste quant aux valeurs. Catholique. Et pas quant à la vérité. Oui. C'est un problème métaphysique sur lequel il faudrait passer beaucoup de temps. Mais prenons un exemple très simple. Quand on parle de vérité, les gens ne pensent qu'aux mathématiques, aux sciences. Mais non, le fait que vous et moi, en ce moment, nous sommes ensemble, c'est une vérité absolue, universelle. C'est pas désagréable d'ailleurs. Non, c'est pas désagréable, mais il n'y a pas un point de l'univers où il ne soit pas vrai que vous et moi, nous sommes ensemble. Si quelqu'un sur Mars, dans notre galaxie, prétend que vous et moi, nous ne sommes pas ensemble en ce moment, soit il se trompe, soit il ment. Le plus vraisemblable, c'est qu'il l'ignore, mais donc il ne peut pas en parler en vérité. Et donc, vous voyez, cette vérité toute simple, vous et moi, nous sommes ensemble, c'est une vérité universelle. C'est une vérité éternelle. Dans 10 milliards d'années, plus personne ne saura, bien sûr, que vous et moi, en ce moment, nous sommes ensemble, mais il sera toujours vrai que vous et moi, nous sommes ensemble. Et donc, mon idée, c'est que la vérité, pour autant qu'on y a accès, on la connaît jamais toute, jamais absolument, mais on la connaît au moins en partie,
nous installe en effet dans l'absolu, dans l'universel, dans l'éternel. Alors que les jugements de valeur, eux, sont toujours relatifs. Par exemple, les gens qui vont nous voir, certains, j'imagine, vont nous trouver formidables, d'autres très mauvais, d'autres médiocres. Lequel a raison? Eh bien, personne n'a raison, parce que là, on n'est plus dans l'ordre d'une connaissance, on est dans l'ordre d'une évaluation. Eh bien voilà, mon idée, c'est que la vérité est absolue et qu'une connaissance, même partielle de ce point de vue, comporte une part d'absolu, alors que la valeur et donc toute évaluation sont toujours subjectives et relatives. Alors, relativiser le monde dans lequel nous vivons, c'est aussi possiblement, et vous parlez du choc des civilisations, je voudrais vous faire écouter ce qu'on a retrouvé à une époque où la France repoussait à ses frontières 66 000 personnes par an, expulsait 12 000 illégaux. Nous sommes en 1989 et Michel Rocard est aux prises avec la misère du monde. Écoutez-le. Je le dis clairement, pas de plaisir à le dire. J'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule. Il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Alors je voulais vous, le philosophe, vous confronter à cette actualité. Vous avez parlé de ce qui s'est passé le mois dernier, donc ce fameux vendredi 13. Je vous citerai tout à l'heure sur le choc des civilisations. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir l'autre ? Quel regard peut-on porter sur l'autre quand, encore récemment dans la campagne électorale américaine, un candidat fou furieux, d'une certaine façon, émettait l'idée qu'on pouvait fermer la frontière aux personnes de religion musulmane. Comment est-ce que vous pouvez philosopher par rapport à cette dureté-là ? D'abord en distinguant deux choses différentes, qui sont la morale d'une part, la politique de l'autre. Quelle différence y a-t-il moralement entre un Français et un Syrien, un Libyen, un Malien ? La réponse est simple, il n'y a aucune différence. Ce sont des êtres humains et tous les êtres humains sont évidemment égaux en droit et en dignité. Et même, si vous voulez faire une différence, il faudrait faire la différence au bénéfice du plus pauvre, du plus faible, c'est-à-dire justement au bénéfice du migrant. Maintenant, d'un point de vue politique, quelle différence y a-t-il entre un Français, un Syrien, un Libyen, un Malien ? Il y a une différence toute simple, l'un est français, les autres ne le sont pas. Or, politiquement, la politique de la France est au service des intérêts de la France et des Français. Et donc, ce qu'il y a de tragique, là, pour le coup, le tragique, c'est quoi? C'est une contradiction, un conflit entre deux positions, l'une et l'autre légitimes. Moralement, il est parfaitement légitime de considérer que les migrants ont les mêmes droits que nous, voire en ont davantage parce qu'ils sont plus faibles que nous. Politiquement, il est parfaitement légitime de considérer que la politique de la France est au service des intérêts de la France et des Français. Et donc, quand Michel Rocard disait « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part », il avait raison, parce qu'il tenait compte justement de cette espèce de tension, de contradiction. L'intérêt de la France, ça n'est évidemment pas d'ouvrir grand ses frontières à toute personne qui le demande, mais moralement, on ne peut pas non plus laisser mourir des gens qui sont en train de se noyer au sens propre ou au sens figuré de l'expression. Et donc chaque homme politique est amené à trouver une espèce de voie du milieu entre une forme d'angélisme qui dirait « seule la morale compte, on les accueille tous indéfiniment » et une forme de cynisme politique qui dirait « il n'y a que l'intérêt de la France qui compte ». Les deux positions, en pratique, sont intenables. Et donc, c'est tellement difficile que moi, je trouve un peu culotté nos intellectuels, ou certains d'entre eux, qui passent leur temps à faire des leçons de morale au monde entier en général, et à nos hommes politiques en particulier. Sincèrement, sur ce point-là, je ne voudrais pas être à la place d'Angela Merkel ou de François Hollande. Vous avez été 68 arts, vous avez été pendant 10 ans membre du Parti communiste. Vous êtes toujours de gauche, vous vous revendiquez comme étant de gauche. Vous dites aussi, et là où le philosophe est important, vous dites aussi qu'on peut être islamophobe. Oui, alors c'est une question de deux mots. Alors tout dépend de ce qu'on entend par islamophobie, parce que... Mot à mot, islamophobe. Voilà, littéralement, ça veut dire avoir peur de l'islam. Après tout, on a le droit d'avoir peur de ce qu'on veut, si j'ose dire, mais c'est vrai que le mot est piégé. Parce que si on entend par islamophobie la haine ou le mépris des musulmans, soyons clairs, ce n'est qu'une forme de racisme aussi haïssable qu'elles le sont toutes. Si en revanche, on entend par islamophobie
non pas la haine ou le mépris des musulmans, mais le refus, la peur, la critique de l'islam, alors c'est une position idéologique comme une autre, aussi légitime que la plupart. Comme je le dis dans mon livre, on a le droit d'être antilibéral, d'être anticommuniste, d'être antifasciste. Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'être anti-christianisme, anti-judaïsme ou anti-islam? On a parfaitement le droit de critiquer les religions comme on a le droit de critiquer n'importe quelle idéologie. J'ajoute un point particulier. Moi, je suis un petit peu agacé, pour ne pas dire plus, quand je vois les démocrates musulmans, y compris d'ailleurs plusieurs de mes amis, nous répéter à l'envi qu'il n'y a aucun rapport entre l'islam et l'islamisme. Ça n'a rien à voir, nous disent-ils. Ça a forcément à voir. Alors évidemment, tout musulman n'est pas un islamiste ou un djihadiste, mais tout islamiste, tout djihadiste est musulman. Ça ne peut quand même pas être un hasard. Que penseriez-vous de celui qui vous dirait « il n'y a aucun rapport entre le christianisme et l'Inquisition ». Ça n'a rien à voir. Vous diriez, mais il se raconte des histoires, bien sûr. Tout chrétien n'était pas compromis dans l'Inquisition, mais l'Inquisition a bien été faite par des chrétiens. Ça ne peut pas être un hasard. Que penseriez-vous de celui qui vous dirait « il n'y a aucun rapport entre le marxisme et le stalinisme » Vous diriez, mais c'est évidemment faux, puisque tous les staliniens étaient marxistes. Et ce que je crois en vérité, c'est que si les chrétiens et les marxistes, du moins la plupart d'entre eux, ont pu se libérer de ces horreurs qu'étaient l'Inquisition et le stalinisme, c'est justement parce qu'ils ont accepté de voir en face ce rapport qu'il y avait entre le christianisme et l'Inquisition, entre le marxisme et le stalinisme. Autrement dit, ils ont accepté de se demander ce qui, dans le christianisme ou dans le marxisme, a rendu l'Inquisition et le stalinisme au moins possible. Eh bien, ce que j'attends de nos amis démocrates musulmans, c'est qu'ils fassent le même travail d'interprétation critique, qui nous explique ce qui, dans l'islam, et y compris dans le Coran, a rendu errant l'islamisme ou le djihadisme au moins possible. Ce travail-là, personne ne peut le faire à leur place, mais ce qu'on peut faire pour les aider, c'est d'oser critiquer l'islam, d'oser critiquer le Coran, comme on ose critiquer n'importe quel texte ou n'importe quelle idéologie. Ce que fait Adonis, d'ailleurs, le poète qu'on recevra bientôt. Vous écrivez ceci: écrasons l'infâme, aimait à répéter Voltaire. L'infâme, pour lui, c'était le fanatisme, à l'époque surtout catholique. Que le fanatisme soit aujourd'hui plus souvent le fait de musulmans, ce n'est pas une raison pour cesser de le combattre, ni pour condamner en bloc tous les musulmans qui en sont, de par le monde, les premières victimes. La ligne de front ne passe pas entre telle ou telle religion, ni entre les croyants et les incroyants. Voltaire n'était pas athée. Elle passe entre les esprits libres, ouverts et tolérants, qu'ils aient ou non une religion, et les esprits intolérants ou fanatiques, quel que soit le Dieu dont ils se réclament, et quand bien même ils ne croiraient en aucun. Il y a une qualité d'écriture chez vous, toujours, depuis toujours. Pourquoi n'avez-vous pas été romancier? Romancier est un mot aussi. Alors, je réponds d'abord sur la question. Vous disiez que je mettais mon lecteur en porte-à-faux. Ce n'est pas le but que je vise. Mais non, je mets sur une ligne de crête qui permet d'être intelligent. Mais c'est liétement au fait que j'essaye d'inventer quand j'écris en même temps le fond et la forme. Et c'était spécialement vrai dans ce livre parce que, même si on l'a fait directement par écrit, par email en l'occurrence, mais je voulais retrouver par l'écriture quelque chose de la vivacité, de la spontanéité, de la légèreté de la parole. Et donc, en effet, j'écrivais une phrase sans savoir à l'avance ce que serait la phrase d'après, qui du coup, la phrase d'après naissait de la phrase qui la précédait. Et je crois que c'est ce qui donne ce mouvement que j'ai voulu assez proche de l'oralité, mais en accordant quand même, comme toujours, beaucoup de soin à l'écriture. Alors pour ce qui est du roman, c'est une longue histoire, mais j'en parle là aussi dans le livre, notamment dans le premier chapitre où je parle de mon enfance et de mon adolescence. D'abord, deux pas choses. Heureuse, hein? Pardon? Pas heureuse, l'enfance. Non, pas heureuse, parce que entre une mère dépressive, parfois suicidaire, et un père très dur, très méprisant, très rejetant, et les deux parents, bien sûr, s'entendant fort mal. Bref, j'ai eu le sentiment de passer mon adolescence dans le malheur de ma mère, en fait. Je n'étais pas un enfant maltraité, hein, c'était pas du Zola, mais voilà, toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence se sont passés dans le malheur et parfois dans la pathologie de ma mère. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose de curieux, c'est que il arrivait à ma mère, toute dépressive qu'elle fut, d'être joyeuse comme n'importe qui, sauf que dans ces moments de joie ou de gaieté, ça sonnait faux. On avait le sentiment qu'elle faisait semblant. Il y avait une part de théâtre ou d'histrionisme, comme disent maintenant nos psychiatres. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle pleurait dans mes bras, ça sonnait terriblement vrai. Et donc, j'en avais gardé l'idée dans ma petite tête d'enfant ou d'adolescent que la joie était du côté de l'illusion et qu'à l'inverse, la vérité
était du côté de la tristesse. La joie était illusoire, la vérité était triste. Ce qui est un mauvais point de départ dans la vie. Par chance, j'ai découvert la philosophie, notamment la philosophie grecque. Et chez les Grecs, j'ai compris, j'ai lu... Les inventeurs du tragique. Hein. Oui, mais j'ai lu l'inverse, justement. C'est que même face au tragique, c'est la vérité qui libère et c'est l'illusion qui rend malheureux. Vous savez, quand mon premier livre est paru en 84, donc il y a très très longtemps, Le mythe d'Icare, l'une des premières lettres de lecteur que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, qui m'écrivait qu'il était d'accord avec moi dans cette critique de l'illusion et notamment de l'espoir que j'avais entreprise, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate tous les jours que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Et ça m'avait frappé, parce que je me suis dit, au fond, mais c'est vrai, maman s'est tuée par déception. Au fond, elle s'est tuée parce que depuis des dizaines d'années, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspondra jamais à vos espoirs. Il y a une chose qui est claire, c'est bien celle-là. Mais justement, l'erreur ou la pathologie dans le cas de ma mère, quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée qui a nourri mes premiers livres, c'est que l'inverse, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espérances, c'est pas la vie qui a tort, ce sont plutôt nos espérances qui, dès le départ, sont vaines, illusoires, infondées. Et donc, voilà, c'est pourquoi il m'arrive de dire que la philosophie grecque a été ma bonne mère, un peu au sens que Mélanie Klein donne à l'expression, parce qu'elle m'a aidé à sortir de cette alliance mortifère qui voulait que la joie soit illusoire et que la vérité soit triste, pour penser le contraire, une vérité joyeuse ou un rapport joyeux à la vérité, y compris quand la vérité, elle, est triste ou tragique. C'est du travail, comme dirait Freud. Hein. C'est du travail, et on n'en a jamais fini. Romancier. Alors, romancier, c'est donc que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. En plus, j'avais un trouble de l'élocution, et donc dont mon père se moquait cruellement, et donc la parole me semblait interdite. Et comme j'adorais lire... Ça a changé hein, depuis. Oui, ça a changé, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Et donc, je me suis rêvé écrivain. Et comme à l'époque, quand j'avais 10, 15 ans, c'est des romans que je lisais, je rêvais de devenir romancier. Et puis, ce qui s'est passé, c'est essentiellement trois choses. La première chose, c'est que des romans, j'en ai lu finalement de moins en moins. Et que deuxième chose, que j'ai découvert la philosophie m'a paru au fond plus intéressante, plus directe. À quoi bon inventer des histoires? Au fond, on s'en raconte déjà bien assez comme ça. Et donc, entre la passion pour la philosophie et cette espèce de distance que je constatais, les romans, j'en lisais de moins en moins, le rêve de devenir romancier s'est éloigné de moi et j'ai viré ma cutie, si je veux dire, en devenant philosophe. Avec une troisième chose qu'il faut bien avouer, c'est que ce qui a contribué à me faire renoncer au roman, c'est la lecture successive, je crois les 2 étés qui encadraient la classe de terminale, de Céline et de Proust. Et là, j'ai compris évidemment que je ne ferais jamais aussi bien et ça m'a un petit peu découragé. Alors qu'en philosophie, ça va paraître immodeste, mais je me sentais moins inapte. Je renvoie au journal d'une thésarde sur desmotsdeminute.fr, parce que le journal d'une thésarde, elle est thésarde sur Proust, justement, et c'est pas une montagne, c'est un Himalaya. Je voudrais qu'on utilise un mot, qui est le mot individu. Et je voudrais vous faire écouter Dany Robert Dufour, qui est philosophe, qui publiait, quand nous l'avons reçu en 2011, L'individu qui vient après le libéralisme. Écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il faut peut-être sortir un peu de la consommation. Vous parliez tout à l'heure beaucoup de la simplicité dans laquelle vous essayez de travailler. Mais je crois que c'est ça, en fait. C'est sortir de la consommation à outrance, sortir de la saturation, sortir de l'avidité, pour que quelque chose d'autre se recrée avec infiniment plus de simplicité qui va permettre aux individus, non pas simplement de satisfaire toutes leurs appétences, mais aussi de penser, de réfléchir, c'est-à-dire de cesser d'être consommateur pour être critique vis-à-vis du monde. Et quand on est critique vis-à-vis du monde, eh bien, on ose penser et agir par soi-même. Et penser et agir par soi-même, c'est pas du tout l'égoïsme. C'est au contraire l'altruisme. Et donc, je voudrais qu'on sorte d'un individualisme égoïste comme aujourd'hui pour arriver à un individualisme altruiste. Parce que si je pense et que j'agis par moi-même, j'ai besoin en face de moi d'un autre qui pense et qui agit par lui-même.
Réaction? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Aujourd'hui, nous sommes tous des êtres de consommation, depuis la chute du mur de Berlin, pour être caricatural et schématique. Autrement dit, on a un appétit de consommation pour tout, y compris pour l'information ou la politique. Comment est-ce qu'on peut imaginer une réorientation de cet individu qui vient après le libéralisme? C'est difficile. Alors, il me semble que la consommation recule un peu, en vérité, comme valeur ou comme idéal idéologique. Pas le marché. Pas le marché, mais à côté de ce que j'ai vécu dans les années 60, 70, quand j'étais jeune, les fameuses 30 glorieuses, alors, où là, il y avait une espèce de frénésie de la consommation. On croyait, au fond, peu ou prou, que le bonheur était au bout du caddie du supermarché, si je veux dire. Plus aucun jeune, aujourd'hui, n'y croit. Et donc, je crois que... la société de consommation a plutôt du plomb dans l'aile, et c'est tant mieux. D'autant plus que écologiquement, elle n'est pas tenable. On sait bien que notre mode de développement est insoutenable et que donc il va falloir le changer. De là à rêver que nous cessions d'être égoïstes pour devenir altruistes, comme je viens de l'entendre, ça me paraît pousser le bouchon optimiste un peu loin. Regardez, dès que quelqu'un, je sais pas, j'entendais ce matin à la radio, un débat sur la question, comme les retraités vivent mieux aujourd'hui que les actifs, vous avez vu l'étude qui vient de paraître, faut-il baisser le niveau des retraites? Évidemment, aucun retraité n'est pour, parce que chacun, même s'il est moins dupe qu'il y a 30 ou 40 ans sur la consommation, chacun défend, comme on dit familièrement, son bout de gras. Et donc je crois que rêver d'une autre humanité, en gros ça fait 100 000 ans que les humains sont égoïstes, parce que c'est vrai depuis toujours, c'était vrai au XVIIe siècle, voyez Pascal ou La Rochefoucauld, c'était vrai dans l'Antiquité, voyez Lucrèce ou Tacite, ça n'est pas l'égoïsme est le contraire d'une idée neuve. Non. En gros, si on m'explique que depuis 100 000 ans, Homo sapiens sapiens est une espèce égoïste, mais que maintenant on va changer, on va devenir altruiste, j'ai un peu de mal à le croire. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Et ça, c'est ce que j'appelle la solidarité. Non pas la générosité qui est désintéressée, qui est vraiment altruiste et qui est une vertu, mais quand sommes-nous capables de générosité et dans quelle proportion? Je me souviens au moment du tsunami, les journaux titraient sur la formidable générosité des Français. Je me suis renseigné sur les chiffres. Les Français avaient en effet donné, c'était la première fois que ça arrivait, 0,6% de leurs revenus mensuels pour les victimes d'une tsunami. Nous n'étions plus égoïstes qu'à 99,4% et les journaux criaient au miracle. Non, non, ne comptons pas trop sur la générosité, vertu admirable mais rare. Comptons davantage sur la convergence des intérêts, c'est-à-dire sur la solidarité. Il ne s'agit pas de devenir altruiste, enfin, si vous le pouvez, j'applaudirai les deux mains, mais ça n'est pas généreux. De temps en temps. Mais reconnaissons que la façon dont nous sommes égoïstes, en vérité, c'est pas moi d'abord, moi tout seul. La façon dont vous et moi, nous sommes égoïstes, c'est mes enfants d'abord, ma femme et moi ensuite, les autres, on verra s'il reste quelque chose. Autrement dit, c'est ce que j'appelle l'égoïsme dilaté à la taille de la famille. Et au fond, ça n'est pas si haïssable que ça, l'amour de ses enfants. Faire passer ses enfants avant ceux des autres, si j'ose dire, humainement, anthropologiquement, c'est quand même compréhensible. Et donc voilà, je crois que la grande fonction de la politique, ça n'est pas de développer la générosité ou l'altruisme, ça relève de la morale. La grande fonction de la politique, c'est de créer des convergences objectives d'intérêts, c'est-à-dire de bâtir des solidarités. Ce que vous dites d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit dans votre livre, mais je vous ai lu disant c'est idiot d'avoir un discours moralisant sur le vote Front National. Il vaut mieux persuader les gens qu'ils ont intérêt à voter contre le Front National. Bien sûr. Intérêt. Parce que si on ne parle que de morale, il y a toutes sortes de raisons morales de combattre le Front National, mais si on ne parle que de morale, les gens se disent, au fond, on m'explique que c'est mal de voter Front National, mais c'est donc que ça pourrait être mon intérêt. Parce que quand on fait le mal, c'est toujours par intérêt. Et donc on laisse croire absurdement à 10 millions de Français que ça serait en effet leur intérêt que de voter pour l'extrême droite, mais que bien sûr, la morale l'interdit. C'est faire le jeu du Front National. Il faut donc, oui, rappeler qu'il y a des votes moralement condamnables, mais surtout que le programme économique du Front National est d'une absurdité totale, et que même sur l'immigration, il raconte n'importe quoi. Parce qu'en vérité, tous les experts et tous les gens bien informés savent qu'il y a deux erreurs évidentes. Un, l'immigration zéro, ce n'est pas possible, et ce n'est pas l'intérêt de la France. Deux, l'immigration absolument libre, les frontières complètement ouvertes,
Ça n'est pas possible et ça n'est pas l'intérêt de la France. Si bien que tout le monde sait bien en vérité qu'entre ces deux erreurs, il faut une immigration contrôlée, ce sur quoi s'accordent tous les partis républicains. Alors bien sûr, de tradition... Vous auriez fait de la politique à une époque ? J'en ai fait beaucoup, mais Ouais. assez justement quand j'étais jeune, donc pas de façon médiatiquement repérable, mais j'ai milité beaucoup au Parti communiste, vous l'avez rappelé. Assez pour me rendre compte que c'était quand même très frustrant, intellectuellement peu satisfaisant, humainement assez pauvre. Et c'est peut-être l'une des raisons qui me pousse à ne pas cracher perpétuellement sur nos hommes politiques, parce que je sais qu'ils font un métier difficile et qu'ils font un métier ingrat. Qui veut faire l'ange fait la bête, et la bête au pouvoir devient volontiers féroce. Mais le réel résiste, l'économie résiste. La rationalité immanente et amorale du capitalisme a triomphé contre la rationalité prétendument morale et transcendante, puisque venant d'un autre ordre, du socialisme scientifique. N'allons pas pour autant tomber dans le ridicule inverse et faire du capitalisme contre l'évidence une morale. Ce serait transformer le réel en valeur et faire du capitalisme une idole. Si le marché devenait une religion, ce serait la pire de toutes, celle du veau d'or et la plus ridicule des tyrannies, celle de la richesse. Ceci s'est écrit, et j'ai regardé les livres que j'ai lus de vous, et ceci s'est écrit en 1994. Hein, pourtant, on a l'impression que la tyrannie de la richesse, on n'a jamais été autant dedans qu'aujourd'hui, y compris quand on essaie de respecter les critères européens des budgétaires, par exemple. Je ne sais pas, il faudrait interroger un économiste. Il est certain que la mondialisation entraîne une financiarisation et que cette espèce d'autonomisation de l'économie financière par rapport à l'économie réelle nous pose toutes sortes de problèmes vis-à-vis desquels il faudra bien inventer quelque chose qu'on appelle en gros dérégulation. Il me semble que ça a un peu progressé depuis la crise, mais d'évidence, on n'est pas allé assez loin. En même temps, je n'ai pas le sentiment que notre civilisation vive dans l'adoration de la richesse ou des riches. Je dirais même l'inverse. La richesse, en tout cas en France, est mal vue et les riches ne sont pas les vedettes suprêmes de nos écrans. Quand on interroge les Français sur leur personnalité préférée, alors ils ont répondu selon les dates, mais l'abbé Pierre, Yannick Noah, Simone Veil, bref, aucun milliardaire, vous voyez. Et plutôt des gens... de l'idéalisme. Ou Jean-Jacques Goldman, plutôt des gens finalement dont on sent qu'ils ont un rapport plutôt critique. Auquel on ne ressemble pas. Moi, écoutez, est-ce que vous croyez que les Français vivent perpétuellement dans l'adoration de l'argent? Le revenu moyen des Français, c'est quoi? Interroger un économiste, mais on va trouver quelque chose, peut-être 1 500 € par mois. Ne faisons pas des Français, mais ni des humains en général, un peuple cupide. Chacun est prêt à se battre pour ses revenus, et c'est un constat que chacun peut faire. Et en même temps, chacun sent bien que l'essentiel est ailleurs. La santé de nos enfants est beaucoup plus importante qu'une augmentation de 5 ou 10% de nos revenus. Mais ça n'empêche pas de se battre pour ces salaires. Et on ne va pas reprocher aux syndicats de se battre pour une augmentation de salaire. Et donc, soyons lucides sur l'humanité. Alors, s'agissant de la mondialisation et de la financiarisation, il faut nous donner des moyens politiques de contrôle, et c'est extrêmement difficile. La COP21 sur le changement climatique indique quand même une direction qui est justement de faire passer l'intérêt de la planète, ou plutôt de l'humanité, avant l'intérêt des entreprises ou de tel ou tel milliardaire. Continuons dans cette direction-là. Mais arrêtons de diaboliser le marché en général ou le capitalisme en général. Écoutez, si quelqu'un a un meilleur système à proposer, qu'il le fasse clairement. Pour l'instant, moi, je constate que les modèles alternatifs, crédibles, font défaut. Est-ce que la philosophie, c'est avoir réponse à tout? Ou avoir la possibilité de mettre des mots sur tout, y compris pour le contester, ou nous emmener sur la ligne de crête? Disons qu'il y a peu de sujets sur lesquels un philosophe n'ait rien à dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura réponse à tout. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de vos confrères, au fond, nous interrogent sur des problèmes qui ne sont jamais philosophiques. Vous avez beau sortir un livre qui est un livre à la limite de philosophie pure, on va vous demander que faut-il faire vis-à-vis des migrants, que faut-il faire vis-à-vis de l'autre. Je sais pas. Non, mais je ne parle pas de vous. Je pense à toute autre émission. Que faut-il faire contre le chômage, pour qui voter, etc. Ce n'est pas le travail d'un philosophe. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des opinions politiques. Simplement, ne confondons pas ce qui relève, en l'occurrence, de mes opinions, avec ce qui relève de mon travail philosophique. Politiquement, vous l'avez dit, je suis resté un homme de gauche, une gauche plus ouverte et plus libérale que dans ma jeunesse, parce que, disons la chose clairement... Un citoyen du monde, ça vous va?
Ça me va philosophiquement. Non, mais on parle de politiquement, philosophie. je suis un Oui. citoyen européen. Alors l'Europe m'importe encore plus que la France, mais il faut bien s'interroger sur notamment les frontières de l'Europe, sur les intérêts de l'Europe, qui ne sont pas forcément en tout les mêmes que ceux des Américains du Nord ou du Sud, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que pour ce qui est de mes opinions, elles sont en gros de la gauche libérale. Donc je me sens plus proche de Manuel Valls ou de François Hollande que de Mélenchon ou Besancenot. Voilà, les choses sont claires. Mais ce sont des opinions. Et donc on n'est même pas c'est même pas une question de vrai ou de faux. C'est des opinions qu'on partage. C'est ni une foi, ni une croyance, ni une vérité. Oui, c'est une opinion. Et moi je constate, et parce que je le dis souvent, je suis un homme de gauche, je ne suis pas un philosophe de gauche. Je m'en voudrais de n'écrire que pour la moitié de l'humanité, et pas seulement parce que j'y perdrais la moitié de mes lecteurs. Et fort heureusement, ce n'est pas le cas, parce que je constate pratiquement tous les jours, quand je rencontre des lecteurs, j'en vois qui sont parfaitement d'accord avec ma philosophie, et qui ne partagent pas du tout mes opinions politiques, et c'est pas un problème, c'est normal, ce sont deux choses différentes. Et j'en vois d'autres, à l'inverse, qui partagent complètement mes opinions politiques et pas du tout ma philosophie. Et encore, là encore, c'est normal. Simplement, ce qui devient embarrassant, et encore une fois, ça n'est pas à vous que je pense, mais sur la scène médiatique, c'est que quand on invite un philosophe, c'est pour l'interroger non pas sur son travail philosophique, mais sur ses opinions. Et c'est pourquoi j'ai refusé ces derniers mois plusieurs invitations, y compris venant de journalistes pour lesquels j'ai plutôt de l'estime. Je pense notamment à Dominique Tadei, qui est un type gentil et cultivé, mais qui ne m'invite que pour commenter l'actualité. Frédéric Tadei, j'ai dit autre chose. Dominique. Ah oui, alors Frédéric Tadei. Lapsus. Ça n'a pas d'importance. C'est vous dire aussi que je ne suis pas non plus un habitué, même comme spectateur de son émission. Mais quand il m'invite pour parler de mes livres, j'accepte volontiers. Mais s'il m'invite, comme ces derniers mois, pour commenter l'actualité, je refuse parce que ça n'est pas ma compétence, c'est pas ce qui m'intéressait. Disons-le clairement, quand je vois Alain Finkielkraut, Michel Onfray ou Régis Debray, et j'ai de l'estime et de la sympathie pour les chacun, trois, oui. passer à ce point à la radio et à la télévision, et non pas pour parler de leurs livres, dont personne pratiquement ne parle, alors qu'ils viennent tous les trois de publier un livre, mais pour défendre leurs opinions, je ne leur reproche pas de le faire s'ils le veulent, mais du coup, qu'ils ne s'étonnent pas si on ne les voit plus que comme polémistes, pour reprendre un titre du Monde il y a quelques semaines. Sur 3 colonnes à la une, le titre était « Les polémistes vont-ils remplacer les politiques ?» Or, les polémistes, c'était qui? C'était Finkielkraut, Debray, Onfray et Éric Zemmour. Oui. Alors, j'ai envie de leur dire amicalement, il y a écoutez, un beau mot amalgame, hein, c'est pas passer mal du aussi. statut de philosophe au statut de polémiste, c'est quand même le contraire d'une promotion. Regardez cet homme, Martin Luther King. Minute historique à Washington, où le président Johnson a paraphé la loi sur les droits civiques adoptée la veille par la Chambre des représentants. Désormais, sur tout le territoire de l'Union, au drugstore comme au collège, au restaurant comme à la piscine, la discrimination raciale est illégale. L'application de la loi n'ira certainement pas sans difficulté dans les États du Sud. Une épreuve que le monde, comme l'Amérique, va suivre avec passion. Je continue à faire un rêve cet après-midi. Un jour, les ventres vides des habitants du Mississippi seront remplis. Les industries en friche des Appalaches reprendront vie. La fraternité sera autre chose qu'un mot vide de sens à la fin d'une prière, mais l'élément dynamique en matière de législation. Je continue à faire un rêve cet après-midi. Un jour, tous les enfants de Dieu pourront vivre dignement. Et je continue à faire un rêve cet après-midi. Au gouvernement, nous verrons des hommes aimant la justice et dépourvus d'arrogance. Et ce sera un jour nouveau où tous les hommes vivront en frères. Ce ne sera pas le temps de l'homme blanc, ce ne sera pas le temps de l'homme noir, mais ce sera le temps de l'homme en tant qu'homme. L'homme en tant qu'homme, c'est plutôt intéressant ce que dit Martin Luther King, que vous citez avec Gandhi. À quoi servent ces idéaux, enfin ces incarnations d'un idéal? À quoi ça nous sert? Et pourquoi est-ce que pour vous, le philosophe, ils sont repérables ou repérés?
Alors, ça sert en partie à rêver. Hein. J'ai fait un rêve. Attention de ne pas se contenter du rêve, parce qu'en vérité, ce qui a fait avancer les choses, c'est pas un rêve, c'est l'action. Et je crois que de ce point de vue, nous avons besoin non pas de rêver davantage, mais d'agir davantage. Mais surtout, si je parle de Martin Luther King dans ce livre, comme de Gandhi, comme de Nelson Mandela, c'est qu'ils me paraissent illustrer l'émergence, et depuis donc plusieurs décennies, voire un siècle finalement, émergence lente, difficile, contradictoire, mais réelle, me semble-t-il, de ce que j'appelle une civilisation mondiale. Parce qu'au fond, dans le monde entier, Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela sont admirés parce qu'ils étaient porteurs d'un certain nombre de valeurs, en gros, qui sont les nôtres, qu'on appelle, ce que Gorbatchev appelait les valeurs communes de l'humanité, qu'on appelle nous plus communément les droits de l'homme. Et donc, pour moi, c'est ce que j'appelle les icônes de la civilisation mondiale, c'est un peu l'antidote du choc des civilisations, dans lequel certains voudraient nous enfermer. Et bien voilà, ce que Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela nous rappellent, c'est qu'au fond, la ligne de front n'oppose pas des civilisations. Elle oppose au sein de chaque civilisation, et qui plus est à l'échelle du monde, ceux qui se battent pour les droits de l'homme et ceux qui se battent contre ou ceux qui résistent à l'émergence des droits de l'homme. Voilà, c'est le contraire de cette théorie de Samuel Huntington qui faisait l'apologie ou la théorisation du choc des civilisations. Je n'en crois rien. Ça vous va bien, vous alors vous êtes à la fois humaniste, vous êtes matérialiste à la Épicure, et vous êtes rationaliste à la Spinoza. Et là, vous nous parlez d'un idéal, c'est-à-dire que vous êtes un droit de l'homiste. Non, je ne suis pas un droit de l'hommiste, parce qu'on entend par droit de l'hommiste plutôt l'idée l'idée que les droits de l'homme feraient une politique. Mais donc vous parlez de ce qui serait un universel. Or, vous n'y croyez pas. Un universel. Si, non, c'est un universalisable, pour reprendre la distinction que j'évoque dans mon livre, c'est-à-dire que rien n'interdit en droit de respecter ces droits de l'homme. En pratique, on sait bien que ça n'est pas universel en fait, et toute la question, c'est de se battre pour des valeurs dont nous savons qu'elles sont relatives, parce que clairement, si c'était des valeurs absolues, Platon ou Aristote s'en seraient rendu compte, on n'est pas plus intelligent qu'eux. Vous savez qu'on peut lire tous les plus grands philosophes grecs, on ne trouvera pas une ligne pour condamner l'esclavage. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, ça nous révulse tout. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus intelligent que je n'en crois rien. Ça veut dire qu'on ne vit pas à la même époque. Mais justement, moi qui suis un homme de gauche, un progressiste, j'ai le sentiment que les civilisations avancent vers davantage de respect de l'autre. Au fond, l'idée majeure des droits de l'homme, c'est que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Voilà le message de Martin Luther King, le message de Mandela ou le message de Gandhi. Alors ça n'est pas une vérité scientifique, hein, c'est pas écrit dans je ne sais quel siècle des idées, c'est ce que nous pensons nous. C'est un produit de l'histoire. Et pas seulement en Occident, que je sache, Gandhi n'est pas typiquement un penseur occidental. C'est du relatif, puisque c'est un produit de l'histoire, c'est une avancée des civilisations, mais ce relatif nous permet de vivre ensemble sans trop nous haïr, sans trop nous faire de tort. J'ajoute un mot, c'est justement parce que je crois que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, que je refuse la tarte à la crème politiquement correcte qui voudrait nous faire croire que toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur. Pour moi, ces deux propositions, loin d'être solidaires, sont incompatibles. Parce que s'il est vrai que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, alors une civilisation qui affirme cette égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains est évidemment supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation qui nie cette égalité ou qui la viole systématiquement. Et donc il faut se tenir sur cette ligne de crête, si vous voulez, qui refuse le nihilisme du tout se vaut. Parce que si toutes les civilisations sont égales, elles ne valent rien, ni les unes ni les autres, sans tomber pour autant dans je ne sais quel absolutisme dogmatique qui prétendrait posséder l'absolu en propre. J'ai encore quelques mots à vous soumettre, l'un sérieusement et l'autre de manière peut-être plus anecdotique, quoique, mais vous le comprendrez. Premier mot, c'est comparaison. Et je voulais lire quelques lignes quand dit Swami Prajnanpad, hein, qui est un Indien,
qui est hindouiste, mais que vous situez plus près du bouddhisme dans son mode de fonctionnement. Hein, c'est ce que vous dites de lui. Et donc il écrivait ceci dans un recueil d'entretiens qui a été publié. Alors je regarde la publication, je ne sais plus en quelle année. Ça a été traduit en des Polygales 86. Et il dit ceci: la comparaison n'est pas la réalité. Tout cela continue seulement parce que vous faites de la comparaison une réalité. C'est cela seul qui produit l'agréable et le désagréable. Cela seul est la cause des jugements de valeur et de tout ce qui s'ensuit. Et si la comparaison elle-même n'existe pas, si elle n'est rien d'autre qu'illusion, mensonge, tout ce qui est basé sur cette illusion est un mensonge. Alors tout cela, toute cette énorme structure, le bien, le mal, ce qui est moral, ce qui est immoral, ce qui est juste, ce qui est faux, tout cela est bâti sur du sable. Ce n'est pas là. Chacun est unique, chacun est lui-même, c'est tout. Chacun s'exprime lui-même. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que tous les êtres s'expriment comme vous le faites? Voyez comme tout ceci est comique. Est-ce que vous comparez parfois? Comme tout le monde, malheureusement. Hein, mais je crois que Swami Prajnapada, dont je dis dans ce livre que c'est sans doute le maître spirituel du XXe siècle qui m'importe le plus, avec Etil Soub, mais à égalité, et je vénère, si j'ose dire, l'une et l'autre. Ce qu'il nous aide à comprendre ici, c'est que juger, c'est toujours comparer. Or, comparaison n'est pas raison. Comme on dit, il y a quelques injustices. Alors, l'exemple le plus crucial, si je veux dire, on le trouve chez Spinoza. Spinoza écrit que par perfection et par réalité, j'entends la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que juger que quelqu'un est imparfait, ça va être le comparer à quelqu'un d'autre ou à autre chose qu'il est. Par exemple, l'aveugle. Dit Spinoza. On le juge imparfait parce qu'il lui manque la vue. Mais ça veut dire qu'on le compare à des gens qui voient. Mais il n'en est pas moins parfaitement ce qu'il est. Et donc, est-ce que je compare? Mais oui, bien sûr, quand je vois un aveugle, surtout si je prends le temps d'y réfléchir, je me dis, j'aimerais pas être aveugle, évidemment. Moi qui suis passé à 2 doigts de la surdité, j'ai vécu douloureusement l'angoisse de devenir sourd. C'est de la comparaison. Et pourtant, quand on arrête de juger, alors c'est ça l'expérience de l'absolu que j'évoquais, l'état mystique, la simplicité, c'est justement un état où on ne juge plus, il n'y a plus aucun jugement de valeur. Vous savez, on a demandé un jour à Swami Prajnapada que signifie la formule clé dans l'hindouisme, tuer cela. Alors souvent on traduit par tuer l'absolu, tuer Dieu, etc. Prajnapada répond, ça veut dire tout est neutre. C'est très étonnant parce que en principe, il n'y a aucun rapport entre tuer l'absolu, tuer Dieu et tout est neutre. Mais justement, tout est neutre, ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement de valeur. Mais simplement, on ne peut pas vivre toujours à cette hauteur-là. Et donc, ce que la philosophie m'a aidé à faire, au fond, c'est d'accepter la complexité de la vie humaine. Nous avons parfois ce que Spinoza appellerait une expérience d'éternité, où nous sommes comme dans l'absolu, comme au cœur de l'absolu, où il n'y a plus de jugement de valeur, où nous avons le sentiment que par réalité et par perfection, en effet, on entend la même chose. Mais le plus souvent, non. Le plus souvent, on juge, on compare, et on a raison de le faire, parce qu'au fond, je disais, il faut agir, il faut faire de la politique, il faut réhabiliter la politique. Mais faire de la politique, c'est juger, donc c'est comparer. On va comparer une politique de droite, une politique de gauche. On est dans le monde de l'opinion. Et il serait totalement fou de s'interdire ce monde du jugement de valeur au nom de je ne sais quelle expérience mystique. Mais de même qu'il serait faux, me semble-t-il, au nom de la nécessité des jugements de valeur, de renoncer à toute vie spirituelle ou à toute expérience de l'éternité. Nous sommes multiples et je crois qu'au fond, être un être humain, c'est ça, c'est habiter la multiplicité de vivre avec des moments de fulgurance quasi mystique, des moments d'éternité, de simplicité, d'absolu. Et puis la vie quotidienne, et reconnaissons que la vie quotidienne nous occupe plus longtemps que l'éternité. Alors, je vous situe, vous aimez la cuisine chinoise, mais ça c'est pour rire. Vous dites aussi que vous n'étiez pas doué pour le bonheur. Alors peut-être que cette conversation d'1 heure qu'on vient d'avoir montre comment vous réussissez quand même à avoir des moments comme ça qui ont à voir avec je suis dans la vie, comme dirait Prajnapada, dans cette neutralité. Hein. Encore 1 ou 2 mots, mais beaucoup plus pour l'anecdote, polar. Est-ce que vous lisez des romans policiers? Oui, comme je ne m'intéresse plus trop aux romans comme grand genre littéraire, mais qui m'arrive de prendre le train et d'avoir du mal à m'endormir, je lis des polars, effectivement. Et je dirais que ça me plaît d'autant plus que c'est un genre délibérément mineur. Et au fond, quand je reçois des romans contemporains, il m'arrive de les lire malgré tout. Enfin, délibérément mineur, voilà. C'est une image qu'on leur...
Non, je crois que c'est la plupart. Mais justement, au bon sens, ce que je veux dire, c'est que vous recevez un roman contemporain, y compris par un auteur on dit que c'est un talentueux, polar. vous avez le sentiment qu'au fond, sa principale motivation, polar. c'est de montrer son propre talent. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que ce type ait du talent? Il ne se soucie que de se faire valoir et pas du tout de mon plaisir. Alors que les auteurs de polar, au contraire, peut-être parce qu'ils veulent vendre, se soucient de faire plaisir à leurs lecteurs, de les passionner, de les divertir, de les occuper, plutôt que de se faire admirer eux-mêmes. Et donc il y a une espèce d'humilité de principe dans ce genre mineur qu'est le polar, qui fait qu'en effet, j'ai souvent davantage de plaisir à les lire que tel ou tel romancier plus ambitieux et parfois plus talentueux. Mais encore une fois, qu'il ait du talent, ça ne suffit pas à mon plaisir. Dernière formule, je crois qu'elle est de vous, je crois que je l'ai lue, donc je l'ai noté, je l'ai trouvé, je crois que c'est chez vous. Vous parlez de l'obscur abîme du sexe et de l'érotisme. Oui, il y a une part d'abîme, hein, c'est le côté obscur de la force, parce que Oui, bon, l'actualité certes. cinématographique nous pousse à ça. Oui, au fond, c'est ça que j'aime tellement dans la sexualité, c'est que ça nous confronte à notre part la plus animale, la plus obscure, parce qu'au fond, le sexe et l'amour sont deux choses extrêmement différentes. Regardez nos films pornographiques, le sexe sans amour, comme ça ressemble à de la haine. Et c'est justement parce que l'amour et le sexe sont deux choses différentes que le sexe est si fascinant. Hein. Les films pornographiques ne me laissent pas du tout indifférent. Que l'amour est si doux, si sublime, et que la rencontre des deux a quelque chose de quasi miraculeux, si vous voulez. Et au fond, ce qu'on peut vivre de mieux dans nos histoires d'amour, c'est justement cette rencontre entre l'abîme obscur du désir sexuel, souvent égoïste, parfois violent, et puis cette grande douceur d'aimer. Et voilà, alors je me souviens, on m'a souvent rappelé ce mot à l'émission de Pivot à laquelle j'ai été invité, le bouillon de culture. Il y avait un questionnaire et Pivot m'avait demandé à la fin quelle est votre drogue favorite. C'était la question qu'il posait à tout le monde. Et j'avais répondu la sexualité. Et c'est vrai qu'au fond, la sexualité a, comme la drogue, que je ne connais d'ailleurs que par ouï-dire, mais ce pouvoir de nous faire jouir, il y a le plaisir, ce pouvoir, cette intensité de vie, c'est quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire, mais en effet, parfois, un peu obscur, un peu inquiétant. Heureusement qu'il y a l'amour pour adoucir et pour civiliser tout ça. On ne peut pas dire que vous ne soyez pas dans la dernière phrase de votre livre, hein, Ces choses tendres que la vie, entretien avec François Livonnet, je rappelle chez Albin Michel, Itinéraire du savoir. Votre livre se termine de cette manière-là, et je pense que l'heure que nous venons de passer ensemble, finalement, est l'incarnation par nous deux de ce que vous écrivez. C'est une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue, jugez le Socrate de Platon. Hein, Socrate, c'était aussi une de vos références. Je n'irai pas jusque-là, mais elle vaudra d'autant plus la peine d'être vécue qu'on aura su augmenter en soi, grâce à la philosophie, le plaisir d'y réfléchir. On ne peut pas dire que vous n'ayez pas beaucoup de plaisir à réfléchir. En tout cas, vous venez de le partager avec nous. Ce que j'aimais dans la philosophie, c'est d'abord ça, le plaisir de penser, qui est l'un des plaisirs les plus vifs que je connaisse, et surtout quand il s'applique à la vie elle-même, parce qu'au fond, on pense aussi en mathématiques, ou en physique, ou que sais-je, mais appliquer son pouvoir de penser à la façon dont on vit, ce qui est le geste philosophique par excellence. J'ai souvent dit, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est vrai que c'est l'un des plaisirs les plus extrêmes que je connaisse. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui, il fallait que j'en apporte un, et donc j'avais pris le temps d'y réfléchir. Il ne fallait pas, c'est une proposition. Non, mais je me suis rendu compte que je n'aimais aucun objet en tant que tel, sauf des œuvres d'art, mais c'était un peu, me semble-t-il, répondre à côté de la question. Et en y réfléchissant, le seul objet que j'ai toujours peur de perdre, et donc j'y tiens, eh bien c'est celui-ci. C'est mon agenda, parce que j'ai une vie affective très simple, mais professionnelle un peu compliquée, et donc je me dis que si je perds cet agenda, où il y a des conférences programmées 6 mois ou 1 an à l'avance, ça me compliquerait la vie à un point que je n'ose pas imaginer. Et donc voilà, c'est le seul objet, au sens vrai du terme, que j'ai peur de perdre. Ce qui dit quelque chose d'important, ce n'est pas l'agenda qui compte, c'est le temps. Et je crois qu'en effet, le temps est la chose la plus précieuse qui soit, parce que notre temps de vie, non seulement est strictement limité, mais bien sûr n'est remplaçable par rien. Et donc je crois que cette inquiétude que j'ai de perdre mon agenda, qui est une inquiétude plutôt qu'un amour, je n'aime pas cet agenda, mais j'ai peur de le perdre,
ça confirme peut-être quelque chose de plus important, c'est que j'ai peur de perdre mon temps. Parce que le temps est la seule chose, au fond, qui constitue la trame de notre vie. J'ai remarqué qu'accessoirement, vous avez dans la poche intérieure de votre veste 2 stylos, pas un, mais 2 stylos à 4 couleurs. Est-ce que vous écrivez aussi autant que vous parlez ? Oui, j'écris beaucoup, mais en général à l'ordinateur, donc directement au clavier. Mais c'est vrai que j'ai toujours un stylo parce qu'on ne sait jamais, une idée peut venir et donc il est urgent de pouvoir la noter. Simplement un conseil de lecture chez Actes Sud de Lionel Trouillot. Kanjaou, c'est Tahiti, et à la manière de Trouillot, le romancier, c'est la désespérance dans un bar haïtien. Comment la société mondialisée peut aussi désespérer des jeunesses. C'est chez Actes Sud, et on va peut-être se quitter en musique avec Oxmo Puccino. Merci André Comte-Sponville d'avoir été, de nous avoir donné cette leçon, et d'avoir partagé avec nous cette leçon. Merci à vous. Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, des essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les euros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu, demande mon dû. Oui, j'ai posé avant que le sucre est fondu. Souvent en avance, oui, le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. « 365 jours plus 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout, le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense, les regrets c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Tes rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. « 365 jours plus 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre c'est des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient rementir. À chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. « 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. » 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.